Bonjour à tout le monde, Docteur Aliane. Nous allons poursuivre cette session de réflexion sur la sociologie des organisations. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, on va évoquer l'école qu'on appelle l'école des relations humaines. Alors, à la suite des séances qu'on a eu à faire sur l'historique de la sociologie des organisations, la définition, mais également à la suite des réflexions qu'on a eu à faire sur les approches mécanistes de la gestion de l'entreprise. Nous allons aborder aujourd'hui ce qu'on appelle communément l'approche relationnelle dans la gestion des organisations. Alors, cette approche relationnelle est défendue par différents auteurs, parmi lesquels nous allons évoquer certains qui sont les plus connus. Et cette réflexion nous permettra aux différents auditeurs de comprendre cette approche, de comprendre les mécanismes, les outils que les auteurs de cette approche ont proposés pour une bonne gestion des organisations. Alors, l'approche relationnelle ou l'approche des relations humaines, à travers l'appellation déjà, on se rend compte qu'il y a un élément marquant, c'est le mot relation humaine. Donc, ce concept de relation humaine va être le point essentiel autour duquel toutes les propositions théoriques en termes de gestion des organisations vont tourner. Alors, l'approche relationnelle des ressources humaines, il faut tout d'abord savoir que cela s'inscrit dans une logique de remise en cause de ce qu'on appelle l'approche mécaniste. Une logique de remise en cause ou tout simplement d'amélioration de l'approche mécaniste qu'on a eu à voir avec notamment ses avantages et ses limites. Et parmi les limites qu'on a citées, l'une des limites majeures, c'est le manque de considération par rapport aux employés, le manque de considération par rapport à l'être humain, le manque de considération par rapport à tout ce qui est relationnel à travers l'entreprise. Et ce point a constitué une limite majeure parce qu'on l'a dit, l'approche mécaniste a permis un développement des entreprises. Par contre, cela a entraîné quelque part beaucoup de tensions sociales au sein des entreprises, beaucoup de mouvements de grève, beaucoup de mouvements de remise en cause, beaucoup de tensions, des accidents de travail. Le monde ouvrier était dans une situation vraiment dramatique et toute cette situation a fait que cette approche des relations humaines va constituer une innovation par rapport à l'approche mécaniste. Alors, l'approche des relations humaines, qu'est-ce que ça nous apporte en particulier? Ça nous apporte l'augmentation de la considération par rapport à l'ouvrier, par rapport à l'être humain, un changement de paradigme tout simplement. Le paradigme va partir d'une option de production pure à une option de production à partir des ressources humaines. Donc, une option de recherche de gains à tout prix vers une option de valorisation de l'être humain à travers le monde de l'entreprise. Donc, voilà un peu ce changement de paradigme que cela va apporter. Alors, comment ça s'est passé? On peut revenir sur l'historique de la naissance de cette approche relationnelle avec l'auteur qu'on appelle Elton Mayo. Elton Mayo est considéré comme le père fondateur de cette approche relationnelle, avec notamment ce qu'on appelle la découverte de Halfton, l'effet Halfton dans le Chicago, alors dans l'entreprise qu'on appelle le Western Electric Company. Alors, à travers cette entreprise, Elton Mayo a eu à faire une expérimentation avec des groupes de femmes qu'il a eu à séparer et pour ne pas aller dans le détail, cette expérimentation avec ces groupes de femmes lui ont permis de faire un certain nombre de découvertes. Et parmi ces découvertes, la plus essentielle, c'est de se rendre compte que un être humain peut travailler plus et mieux s'il est considéré à travers son entreprise. Un être humain peut travailler plus et mieux s'il est dans des conditions de travail améliorées. Voilà les deux choses essentielles autour desquelles
Elton Mayo je dirais pas autour desquels, mais qu'il va découvrir tout simplement. Alors, considérer l'être humain, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le valoriser, c'est le respecter, c'est respecter son travail, respecter son statut, respecter son cerveau et sa capacité à penser, contrairement à ce que l'on disait dans l'approche mécaniste. Donc voilà un peu, ça va créer un déclic parce qu'il va découvrir que un être humain qui travaille pour vous en tant que chef d'entreprise, plus vous êtes dans une logique de lui accorder du respect et une valorisation, plus vous serez en mesure de le rendre productif. Alors, et à côté de cela aussi, il va évoquer la question des conditions de travail. Plus les conditions de travail sont améliorées, plus on peut s'attendre à ce que la productivité de l'employé augmente. Donc, ça a été un déclic durant cette période-là. Aujourd'hui, en parler, c'est évident, mais durant cette période-là, c'était un déclic parce que les chefs d'entreprise jusque-là considéraient l'ouvrier comme étant une simple ressource qui est liée à la production. Et c'est à partir de ce déclic-là qu'on va commencer à envisager l'être humain comme étant pas seulement une ressource productive, mais étant quelqu'un qui, à part entière, peut impacter sur l'avenir de l'entreprise. Alors, Elton Mayo va créer ce déclic et à la suite de sa théorie, à la suite de la sensibilisation qu'il va faire à travers les États-Unis et à travers les chefs d'entreprise, d'autres auteurs vont prendre le relais et vont essayer d'améliorer sa théorie. Parmi ces auteurs, nous pouvons évoquer quelqu'un comme Abraham Maslow. Abraham Maslow a amélioré la théorie de Elton Mayo en ce sens que c'est lui qui aura proposé un outil. Elton Mayo a fait une découverte paradigmatique et Abraham Maslow a proposé un outil. L'outil d'Abraham Maslow, c'est ce qu'on appelle communément la pyramide des besoins. Alors, Abraham Maslow va dire aux chefs d'entreprise, il va répondre à leurs questions parce qu'en ce moment, les chefs d'entreprise vont dire d'accord pour améliorer les conditions de travail, d'accord pour accorder plus d'intérêt à un ouvrier, mais comment le faire? Par quelle méthode? Et Abraham Maslow va apporter une réponse à cette question en leur disant que tout être humain a un niveau de besoin. Apporter une réponse à son besoin suppose ou signifie le pousser lui aussi à se donner le plus dans le cadre du travail. Alors, à la question de savoir quels sont les besoins, à travers une grande étude qu'il a eu à faire durant cette période, il va classer les besoins en 5 niveaux, allant du plus simple au plus complexe. Alors, ces 5 niveaux de besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin de réalisation. Donc, il va dire que l'être humain a différents niveaux de besoins et les niveaux de besoins sont différents d'une personne à une autre. Et un chef d'entreprise, dans le cadre de la gestion des hommes, doit pouvoir identifier les besoins de ses employés afin d'essayer d'apporter des éléments de solution, de sorte que l'employé aussi identifie le besoin de son employeur et d'essayer, dans la mesure du possible, de faire de sorte que les objectifs assignés soient réalisés. Donc, ça devient une approche gagnante-gagnante, win-win. Chacun va essayer, à ce qui le concerne, d'apporter un soulagement dans le besoin, dans la satisfaction du besoin de l'autre. Donc, voilà un peu Abraham Maslow, ce qu'il a apporté comme approche. À la suite d'Abraham Maslow, on va voir des gens comme Herzberg qui va parler des besoins bifactoriels, les besoins de satisfaction et les besoins de non-satisfaction ou tout simplement d'insatisfaction. Donc, les besoins d'insatisfaction, c'est des besoins qui, s'ils sont réglés, permet à l'être humain d'être disposé à travailler, mais s'ils ne sont pas réglés, l'ouvrier est démotivé tout simplement. Par contre, les besoins de satisfaction, c'est des besoins qui, s'ils sont réglés, l'ouvrier est disposé à travailler. S'ils ne sont pas réglés, l'ouvrier n'est pas disposé à travailler, mais s'ils sont réglés, l'ouvrier est motivé. En fait, Abraham Herzberg va insister sur le fait qu'il y a des besoins, même si on les règle, ça ne motive pas l'ouvrier pour autant. Mais il y en a d'autres qui sont des besoins réellement motivants. Et ces besoins-là, ce sont les besoins tels que le besoin d'estime et le besoin de réalisation. Et ce sont ces besoins-là que les ouvriers, que les chefs d'entreprise doivent essayer de satisfaire. D'autres auteurs également vont intervenir dans ce débat, comme la théorie XY qui a été développée également par d'autres auteurs, pour dire qu'il y a des ouvriers qui, en réalité, sont
motivés et il y en a d'autres qui ne sont pas forcément motivés. Il y en a, pour les motiver, il faut utiliser l'usage de la force et de l'insistance, mais il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Donc, c'est une manière de dire que les chefs d'entreprise doivent savoir que dans les équipes dont ils disposent, il y en a qui sont motivés et engagés dans le cadre du travail spontanément, mais il y en a qui ne le sont pas et qui ne doivent pas les gérer de la même manière. Donc, il doit y avoir une approche individualisée, une approche consacrée selon l'individu, son engagement, son envie de travailler et sa volonté. Et tout cela doit se structurer autour de la gestion des ressources humaines. Alors, vous verrez que même cette gestion des ressources humaines dont je parle a eu de la place, a eu de l'ampleur et de la valeur avec la naissance de cette approche de ce qu'on appelle l'approche des relations humaines. Il y a eu d'autres auteurs qui ont développé énormément d'outils et de théories pour motiver les employés, tels que Froome va également développer une approche en termes de motivation des employés qu'on va mettre dans le grand groupe de la théorie des motivations. Mais à travers cette vidéo, on va juste s'arrêter sur ces premiers auteurs qui ont posé les bases. Et pour le développement des autres auteurs, on pourra toujours le faire à la suite des débats et des discussions qui peuvent se faire après votre après avoir vu cette vidéo. Donc, s'il y a d'autres auteurs que vous aimeriez aborder, d'autres questions que vous aimeriez aborder, donc laissez-nous vos commentaires juste après avoir écouté cette vidéo. Ça nous donnera l'occasion et l'opportunité de pouvoir développer plus amplement. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo.